Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre, vous le savez, pendant 60 minutes, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir, Mohamed Loulichki, vous êtes ancien représentant permanent du Royaume du Maroc à Genève et à New York. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sam El-Benis, analyste politique, vous êtes rédacteur en chef de Morocco World News. Et enfin, Abdelhafed Oualalou, vous êtes vice-président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. C'est cette année que l'Organisation des Nations Unies doit désigner son nouveau secrétaire général. Pour ce faire, des dialogues informels publics, retransmis via Internet, ont été organisés durant 2 jours entre les candidats au poste et l'Assemblée générale. Des dialogues qui se sont achevés le 14 avril, une procédure inédite depuis la fondation de l'organisation qui aurait pour but de rendre plus démocratique la désignation du secrétaire général. L'occasion pour nous de revenir ce soir sur le fonctionnement d'une organisation dont l'efficacité a souvent été décriée ces dernières années, ce machin tel que se plaisait à l'appeler le général de Gaulle. Quel est le rôle d'un secrétaire général et quelles sont ses prérogatives et ses relations avec les autres organes de l'ONU? Qu'attend-on d'un nouveau secrétaire général dans la gestion du dossier du Sahara? Plus largement, comment fonctionne l'ONU? Les missions qui lui étaient dévolues sont-elles aujourd'hui remplies? Et a-t-elle les moyens de faire face aux défis contemporains? ONU, une organisation dépassée, c'est le titre de l'émission de ce soir. Le plus haut fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général est nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité pour un mandat de 5 ans renouvelable. Mais les membres permanents peuvent utiliser leur droit de veto pour empêcher sa nomination. Le secrétaire général de l'ONU peut utiliser son indépendance pour maintenir la paix et contribuer à garantir le respect du droit international. Il est appelé à attirer l'attention du Conseil de sécurité sur plusieurs points, en particulier l'apparition, l'aggravation ou l'extension des conflits à travers le monde. Pour postuler, les candidats rédigent une lettre de motivation, présentent un CV, une profession de foi et passent un grand oral, un processus de recrutement qui se fait jusqu'ici à huis clos entre les 15 pays membres du Conseil. Dans la course actuelle, 5 hommes et 4 femmes, ils sont majoritairement d'Europe. La plus connue est la Bulgare Irina Bokova, directrice de l'UNESCO. Le Portugais Antonio Guterres est aussi porté candidat. Il était haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés, sans oublier l'ex-première ministre de Nouvelle-Zélande, Helen Clark, l'ex-président slovène Danilo Turk, 4 chefs de la diplomatie en provenance de Croatie, de Moldavie, de Macédoine et de Monténégro. Le dernier candidat déclaré, c'est l'ancien ministre serbe des Affaires étrangères Vuk Jeremić. Au Maroc, le prochain secrétaire général de l'ONU est attendu sur un dossier prioritaire pour le Royaume, l'affaire du Sahara marocain, à l'origine de plusieurs incidents à l'ONU. Le premier remonte à 2013, quand des diplomates américains souhaitaient étendre le mandat de la MINURSO au domaine des droits de l'homme. Suite à des pressions diplomatiques du Maroc, le Conseil de sécurité a voté le renouvellement du mandat de la MINURSO pour 1 année, sans apporter de modifications majeures. En 2014, Ban Ki-moon a souligné la nécessité de surveiller de manière durable, indépendante et impartiale le respect des droits de l'homme dans la région. Le roi Mohammed VI a contacté le secrétaire général pour indiquer qu'il faut préserver les paramètres de négociation tels qu'ils sont définis par le Conseil de sécurité. Le 5 mars 2016, Ban Ki-moon a entamé sa visite à Nouakchott, à Tindouf et à Alger, là où il a qualifié la présence du Maroc comme occupation. Quelques jours plus tard, le plus haut responsable de l'ONU a regretté le malentendu et les conséquences induites par cette expression personnelle. 41 000 personnes qui travaillent à l'Organisation des Nations Unies, 9 000 fonctionnaires rien que dans le secrétariat général des Nations Unies. Alors c'est vrai que ça pose les questions de cette organisation qui est quand même énorme. On aura l'occasion de revenir sur son fonctionnement parce que c'est intéressant de voir tout cet appareil bureaucratique que sont les Nations Unies. Mais avant, j'aimerais qu'on se concentre sur le secrétaire général de l'ONU. C'est la dernière année pour Ban Ki-moon et le nouveau secrétaire général va être désigné. L'occasion pour nous de comprendre comment un secrétaire général est désigné. Alors c'est vrai qu'il y a une nouvelle procédure qui a été mise en place cette année. Comment
était désigné auparavant le secrétaire général de l'ONU, avant qu'on comprenne pourquoi aujourd'hui on a besoin d'avoir plus de transparence ou d'avoir un processus plus démocratique? Merci. D'après la Charte des Nations Unies, le secrétaire général est nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Donc on est tenté de penser que la décision appartient à l'Assemblée générale sur une simple recommandation du Conseil de sécurité. La réalité, c'est exactement l'inverse. Le véritable pouvoir est celui du Conseil de sécurité. Et jusqu'à présent, l'Assemblée générale a été en quelque sorte là pour ratifier un choix qui est fait par le Conseil de sécurité. Il faut peut-être rappeler que dès la création des Nations Unies, c'est l'Assemblée générale qui a déterminé les paramètres en 1946. Et c'est elle qui a choisi ce souci de confidentialité, c'est elle qui a réparti les rôles entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Et c'est elle qui a recommandé vivement que le Conseil de sécurité envoie uniquement un seul nom à l'Assemblée générale, ce qui réduit la marge d'appréciation de l'Assemblée générale. Deuxième étape importante, en 1950, parce qu'il y avait un blocage au Conseil de sécurité, l'Assemblée générale a pris sur elle-même de décider en l'absence d'une recommandation du Conseil de sécurité. Et donc l'Assemblée générale a prorogé pour 3 ans le mandat du deuxième secrétaire général, M. Dag Hammarskjöld. Donc tout à fait au début, il y avait l'Assemblée générale qui avait le rôle primordial. Il faut toujours contextualiser les événements. J'imagine. À ce moment-là, à la création des Nations Unies, il y avait une 50aine de pays. Le tiers-monde était absent. Et donc, institutionnellement et structurellement et conjoncturellement, il y avait des assurances que le secrétaire général sera celui que les grandes puissances choisiront. Au fur et à mesure... Avec cette vitrine, entre guillemets, qui est que la pratique veut que la nationalité des différents secrétaires ne soit jamais celle d'un État membre du Conseil de sécurité. C'est une règle ou c'est une pratique? Non, c'est une pratique. C'est pas une règle. C'est-à-dire qu'on pourrait voir un jour un secrétaire général qui soit d'un pays membre du Conseil de sécurité. Les 5 permanents ont estimé dans leur sagesse qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait un secrétaire général parce qu'il y aura des conflits entre l'État en tant que membre permanent et le secrétaire général qui est un autre organe. Après les événements qui ont accompagné la non-réélection de M. Boutros-Ghali, les voix se sont beaucoup plus élevées pour demander plus de transparence. Parce qu'il faut quand même rappeler que le secrétaire général, M. Boutros-Ghali, était le seul qui n'a pas bénéficié de mandat. Oui. Le seul et unique. Et donc, il y a eu, du côté des États membres eux-mêmes, y compris les pays développés, et du côté des ONG qui de plus en plus jouent un rôle important dans le façonnement de l'opinion publique, il y a eu cet appel pour plus de transparence et un groupe de travail a été constitué justement pour parler de ça. Et nous en arrivons à cette double exigence maintenant. Un, que ce principe de la rotation géographique maintenant est institutionnalisé, alors qu'il était uniquement une pratique. Et la deuxième, que une femme puisse être secrétaire générale des Nations Unies. C'est voilà. Je pense qu'il faut rappeler à ceux qui nous suivent pour ce débat très intéressant sur les Nations Unies, l'organisation, les procédures, le fonctionnement. Parmi les organes qui sont de nombre de 5, c'est-à-dire l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, la Cour internationale de justice, la CIJ, et puis le secrétariat. Le secrétariat qui, bien sûr, comme on le sait, est un gros machin, comme on dit, bureaucratique. Et le secrétaire général est chargé de la gestion administrative, qui est le porte-parole des États qui composent les 193 États qui composent les Nations Unies.
Bien sûr, il y a eu pendant des années des critiques, vu qu'il y a un dysfonctionnement des Nations Unies en tant qu'organe international et que la société civile aussi est entrée en jeu pour demander plus de transparence, plus de démocratie et aussi une participation plus marquée des autres États. Il faut dire que les pays composant le Conseil de sécurité représentent 30% de la population, avec bien sûr la Chine qui représente à elle seule 20%. Donc les autres pays, les pays du BRICS, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, ajouté à cela, il y a l'Égypte, il y a le Mexique, l'Allemagne, d'autres pays souhaitent être membres du Conseil de sécurité. Donc il y avait cet appel de réforme et tout le monde est convaincu qu'il faut réformer. À commencer par l'élection du secrétaire général. C'est une réformette. C'est une réformette. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu, encore une fois, je vais utiliser ce terme, de vitrine, parce qu'on voit dialogue informel public retransmis via Internet, dialogue informel public. Alors déjà sur ce terme-là. Merci, Monsieur Tsedlaoui, de m'avoir invité. Moi, je vais rebondir sur ce que Monsieur l'ambassadeur a dit. Moi, je vais aller droit dans le but. Ce qu'on voit, ces dialogues informels publics qu'on voit via Internet, c'est juste un show. Car tout le monde sait que les décisions pour l'élection du secrétaire général, ils sont prises par deux membres influents du Conseil de sécurité, qui sont les États-Unis et la Russie. L'élection des anciens secrétaires généraux a été basée sur le consensus, sur un consensus entre les deux puissances. Tout ce qu'on voit, c'est juste une vitrine, comme vous avez dit, pour montrer aux gens qu'on procède avec plus de transparence, c'est juste de la poudre aux yeux. Mais en réalité, les deux puissances, ils savent quel est leur candidat. Ils sont déjà d'accord sur la personne qui va succéder à M. Ban Ki-moon. Aujourd'hui, on sait déjà qui c'est dans les coulisses. Dans les coulisses. Posez la question à M. l'ambassadeur qui connaît les arcanes. C'est juste des conjectures. Oui. On ne peut pas dire que. Mais la pratique de plusieurs décennies montre que s'il n'y a pas un accord entre les deux puissances, il n'y aura pas d'élection d'un secrétaire général. C'est ces deux puissances, parmi les 5 P5, qui choisissent. Il y a toujours un consensus basé entre les deux grandes puissances. Alors, Monsieur l'ambassadeur, comment est-ce que vous rejoignez ce que nous dit Sibnis? Est-ce qu'on est vraiment dans cette espèce de poudre aux yeux? Est-ce que les jeux sont déjà jetés? Ou alors, allez, à moitié jetés? Est-ce qu'il y a des grandes discussions en coulisses? Est-ce qu'il y a une espèce de consensus qui est déjà fait aujourd'hui? Bon, il est tout à fait symptomatique que les premiers amendements à la Charte des Nations Unies aient été déposés en 1946. Donc, d'ores et déjà, il y avait les ingrédients d'un mécontentement sur la structure des Nations Unies. Il y a eu un comité qui a été institué pour justement gérer la question du veto. Et ce groupe de travail s'est transformé en comité de la Charte des Nations Unies et de raffermissement du rôle de l'organisation. Oui, la nécessité de réforme s'impose de plus en plus parce que, nous sommes dans un monde qui n'est plus dominé par 50 États comme en 1945. Nous sommes 193 pays. Et les pays qui sont devenus maintenant des véritables puissances réclament légitimement une place un peu plus prépondérante au sein des Nations Unies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amendement de la Charte des Nations Unies étant ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est intimement liée à un consensus entre les 5, on ne peut procéder que par amélioration successive pour le moment, à moins qu'il y ait une volonté politique de la part des 5. Est-ce que c'est une amélioration, ça? Je pose la question. Vous voulez pas répondre à ma question? Vous savez à peu près, je vous ai posé la question, est-ce qu'on sait à peu près qui va être, ou au moins quel pays? Parce là, on a 9 candidats déclarés aujourd'hui. Est-ce que là, est-ce que c'est une vraie réforme, cette manière aujourd'hui Non. Ce sont des discussions qui sont retransmises par Internet? Il n'y a pas de réforme claire. Non, ceci rejoint ce qui a été lancé
à l'adoption de la déclaration du millénaire. À la déclaration du millénaire, il était question d'apporter une véritable réforme aux Nations Unies, y compris pour le Conseil de sécurité. Il n'y avait pas de possibilité d'atteindre cet objectif. Et donc, ce qui a été fait, c'est des règles en termes de plus de transparence de la part du Conseil de sécurité, plus de réunions qui sont plus de reddition des comptes vis-à-vis de l'Assemblée générale, qui est l'organe où la représentation est démocratique. Donc, en l'état actuel des choses, on ne peut procéder que par, je n'utiliserai pas le terme réformette, que par amélioration successive et progressive, sous l'impulsion des États membres qui sont désormais non seulement composés d'États du tiers-monde, mais également de pays de taille moyenne et taille grande qui réclament plus de transparence, plus de démocratie au sein des institutions internationales d'une manière générale. Et plus de parité? Parce que quand on voit la liste, on a quand même, allez, je compte, 1, 2, 3, 4... 4 femmes, hein. 4 femmes sur 9, ça va être le prochaine secrétaire générale, Peut-être une femme, parce qu'il y a une volonté de changer. C'est sûr que plusieurs États ont exprimé leur volonté depuis des années de réformer les Nations Unies. Il faut le dire que la création des Nations Unies en octobre 1945, c'est le résultat d'un rapport de force après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour cela que nous avons les 5 puissances mondiales qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité, plus bien sûr les 10. Et que toute procédure pour une décision, surtout au niveau du Conseil de sécurité, qui est l'instance de décision, qui, par des résolutions, qui sont des décisions obligatoires pour tous les États membres des Nations Unies, et qu'il faut réformer. Il faut réformer au niveau de la composition du Conseil de sécurité. Comme je l'avais dit, plusieurs pays voudraient être membres permanents. Et aussi une réforme de la façon de procéder pour le veto, parce que jusqu'à présent il y a à peu près 260 fois d'utilisation de ce veto, à commencer par la Russie, 182 fois qui a utilisé. J'aimerais revenir juste sur le secrétaire général, ou là ce prochain secrétaire général. Qu'est-ce qu'on attend finalement? Bon, le fait que la secrétaire ou la secrétaire générale prochaine soit une femme ou non, mais qu'est-ce qu'on attend d'un secrétaire général? Quelle qualité on attend d'un secrétaire général? Quand je vois la liste, encore une fois, on a soit des envoyés spéciaux, des anciens ministres, des anciens dirigeants, premiers ministres, des anciens ambassadeurs. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le summum de la diplomatie finalement? C'est un super diplomate, c'est un super ministre des Affaires étrangères qu'on a finalement au sein de l'ONU? Qui s'élève dernièrement pour que le prochain secrétaire général ou la prochaine secrétaire générale soit déjà un bon communicateur, quelqu'un qui maîtrise les langues, quelqu'un qui a déjà une stature internationale, qui peut jouer un rôle de leadership. Parce que le problème dont a souffert les Nations Unies pendant 10 ans, c'est qu'elle a manqué d'un leader, elle a manqué de quelqu'un de charismatique. Et M. Ban Ki-moon n'a pas eu ce charisme, il n'a pas eu le courage d'aller, de vraiment pousser les États membres, surtout les États influents, à se pencher sur des sujets d'une grande gravité sur la scène internationale. Le dernier effet de style qu'il a eu, oui, on le connaît. Et pour rebondir sur la question de si peut-être il y aura la parité ou pas, moi je pense, et d'après mon suivi quotidien de ce qui se passe là-bas et des discussions que j'ai de temps en temps avec des collègues à l'ONU, la personne qui est pressentie pour devenir secrétaire générale, c'est Irina Bogova, l'actuelle directrice de l'UNESCO. Oui. Et moi, les gens pensent que il y a une analyse qui est faite selon laquelle il y aura à plus forte raison un président femme aux États-Unis. Peut-être que cette élection soit accompagnée de l'élection d'un secrétaire général femme. Surtout qu'il y a eu, comme je viens de dire, il y a eu beaucoup de voix qui sont levées durant les dernières années pour appliquer l'article 8 de la charte qui dit que l'ONU ne pourra imposer aucune restriction quant à l'accès des femmes aux plus hautes fonctions des Nations Unies, y compris la fonction de secrétaire général. Donc, personnellement, je pense
que l'année prochaine, il y a plus de chances que jamais auparavant de voir une femme secrétaire générale des Nations Unies. Monsieur l'ambassadeur, je posais la question sur les qualités, comment on choisit un secrétaire général finalement, au-delà du lobbying qu'il peut y avoir, au-delà de toutes les tractations qu'il peut y avoir et des rapports de force qu'on peut avoir, il y a quand même des qualités intrinsèques à avoir. Et j'imagine que vous avez un avis sur tous les anciens secrétaires généraux de Javier Pérez de Cuellar, Kofi Annan, Boutros Boutros-Ghali, Ban Ki-moon. Mais on attend quoi d'un secrétaire général de l'ONU finalement? Je vais vous répondre très brièvement sur 3 points. Le premier, c'est un ou une secrétaire générale femme. Deuxièmement, le profil du secrétaire général. Et troisièmement, ses pouvoirs. Pourquoi une femme? Parce que les Nations Unies ne peuvent pas se contredire elles-mêmes. Les Nations Unies ont été pendant les 10 dernières années en train d'essayer de promouvoir la femme à l'intérieur du secrétariat et de pousser vers la capacitation des femmes sur le plan international. Il y a eu des encouragements à tous les États pour qu'il y ait plus de femmes ambassadeurs, plus de femmes hauts fonctionnaires, plus de femmes juges et ministres, etc., etc. Donc, les Nations Unies ne peuvent pas plaider quelque chose et appliquer autre chose. Donc, tout le monde dit qu'après 60 années, il est temps que les 50% de la population mondiale puissent être reflétés au sein des Nations Unies. Certains juristes qui examinent très étroitement la charte et les règlements disent que on ne peut pas élire une femme parce que la charte ne parle pas. Lorsque vous voyez la version anglaise de la Charte des Nations Unies, lorsque vous examinez l'article 97 et 98, elle parle de « he will and his functions ». Donc, c'est intéressant ça. Mais oui, mais ça c'est un. Jamais chi. Oui, mais ça c'est une interprétation très étriquée, pour ne pas dire sexiste. Est-ce qu'il y a un H majuscule à he? C'est ça la question. Non, il n'y a que. Mais je pense à ce moment-là, si vous voyez toutes les conventions internationales et toutes les chartes, il n'y a que le masculin qui primait, parce que à ce moment-là, il n'y avait pas encore cette prise de conscience. Bon, maintenant le profil. Le profil, jusqu'à présent, vous allez constater qu'il n'y a pas eu de chef d'État ou de Premier ministre qui ait été secrétaire général des Nations Unies. Il n'y a qu'un seul secrétaire général qui a, comme on dit, eu le grand chelem, c'est-à-dire il a été représentant permanent, il a été ministre des Affaires étrangères, il a été secrétaire général et par la suite il est devenu président de l'Autriche, c'était M. Kurt-Waldheim. Mais 72 à 81. Tous les secrétaires généraux ont été soit des représentants permanents, soit des ministres des Affaires étrangères, soit ils sont venus de la structure elle-même, comme M. Annan qui avait passé, Kofi Annan qui avait passé 34 ans. Alors le profil, très schématiquement, a un minimum de connaissance du système des Nations Unies et de la diplomatie multilatérale. Deuxièmement, un minimum d'expérience managériale, parce que quand même, il doit gérer 40 000 fonctionnaires. Troisièmement, un minimum. Troisièmement, intact, quelques qualités de négociateur, parce que la Charte des Nations Unies et la pratique de la Charte des Nations Unies lui a alloué un rôle politique extraordinaire en termes de bons offices, en termes de médiation et en termes de conciliation entre les États membres, chose qui n'est pas prévue explicitement dans la Charte des Nations Unies. En plus de ça, le premier et le secrétaire général, qui sont venus de Norvège et de Suède, ont été d'une grande indépendance d'esprit et d'une grande intégrité. Et c'est pour cette raison-là, et parce qu'ils avaient une vision des Nations Unies, et parce que les Nations Unies étaient encore à leur début, que cet esprit d'indépendance et cet idéalisme s'est exprimé dans leur action quotidienne. Ce n'est pas quelque chose qui risque de se passer maintenant. Pourquoi? Parce que quand même nous sommes dans une organisation internationale qui est dominée par des États souverains, dont le premier objectif est de sauvegarder et de préserver leurs intérêts. Donc, le secrétaire général sera celui qui a une vision, qui a un style, qui est un bon communicateur,
mais quand même quelqu'un qui connaît ses limites compte tenu de la conjoncture politique et diplomatique dans laquelle il évoluait et l'équilibre des pouvoirs entre les différents organes. Mais quel statut là? Lorsqu'on a fait l'émission sur ce même plateau, on a essayé d'analyser le dérapage de Ban Ki-moon vis-à-vis du dossier du Sahara. Tous les observateurs qui étaient sur le plateau nous disaient mais ce n'est pas un homme politique, il n'a pas cette stature-là. Quel statut on donne au secrétaire général et à la portée de ce qu'il déclare? On reviendra bien sûr sur les dernières déclarations de Ban Ki-moon dans le dossier du Sahara, mais quelle légitimité on doit donner à des paroles d'un secrétaire général? Tous les observateurs disaient, bah oui, mais peut-être qu'il a été mal briefé, peut-être qu'il a été manipulé, on en était à avoir ce genre de choses. Tout d'abord, il faudra dire que Ban Ki-moon n'était pas manipulé. Depuis son élection, Ban Ki-moon, il avait des opportunités en or pour faire avancer le problème du Sahara. Mais il a des convictions personnelles, et ça se voit, ça se traduit par sa décision de maintenir Christopher Ross en 2012, malgré la décision prise par le Maroc de retirer sa confiance en lui. Le problème de Ban Ki-moon, c'est que c'est quelqu'un qui a failli à sa mission diplomatique, parce que la Charte des Nations Unies implique et exige du secrétaire général d'employer un langage diplomatique, d'avoir un tact, comme vient de dire monsieur l'ambassadeur, et de se tenir à l'écart de toute prise de décision qui pourrait créer des tensions. Et ce qu'il a fait avec le Maroc, au lieu de jouer pleinement son rôle de médiateur, il a attisé la tension. Maintenant, on voit que le Polisario, de temps en temps, il profère des menaces de retour à la guerre. Donc un secrétaire général, il doit déjà, pour moi, personnellement, il doit avoir une certaine connaissance intellectuelle, une certaine maîtrise de la conjoncture internationale, une certaine culture générale de ce qui se passe autour de lui, et bien sûr une capacité managérielle, etc. Mais des capacités intellectuelles, une connaissance bien approfondie des relations internationales est parmi les conditions sine qua non pour un secrétaire général pour qu'il puisse remplir sa tâche avec succès. Si vous voulez, quel bilan, je vous pose la question, quel bilan on peut faire, au-delà du dossier du Sahara, quel bilan on peut faire du mandat de Ban Ki-moon? C'est vrai que durant le mandat de M. Ban Ki-moon, il n'y avait pas que ce problème du Sahara. Le grand dossier, c'est le dossier de la Syrie, le dossier du Yémen, le dossier du Sud-Soudan, le dossier de la paix dans le monde, et puis la lutte contre la pauvreté. Et puis enfin, les changements climatiques. Ce sont les grands dossiers actuellement qui sont débattus au sein des Nations Unies, et que nous avons vu que les Nations Unies, avec les représentants et les déplacements de Ban Ki-moon, c'est pour essayer d'intervenir ici et là pour promouvoir la paix, la sécurité dans le monde. D'ailleurs, déjà parmi les questions posées aux 8 candidats durant ces entretiens publics, la société civile insiste beaucoup sur les défis, c'est-à-dire l'avenir, pas uniquement de rester sur les anciens dossiers de conflits régionaux, mais sur les défis. Parmi les défis, les changements climatiques. Et nous aurons ici au Maroc la chance d'organiser la COP 22 à Marrakech en novembre prochain. C'est une grande manifestation internationale onusienne, puisque c'est sous le chapeau des Nations Unies, et que la société civile veut que, en plus de la paix, de la lutte contre la pauvreté, intervenir sur les changements climatiques, mais aussi comme deuxième défi, la réforme des Nations Unies. Et là, c'est pour cela qu'on comprend que maintenant, même si c'est un petit pas au niveau de l'élection du futur 9e secrétaire général des Nations Unies, on a procédé de cette façon d'ouvrir le débat, que ce soit un débat public au niveau de l'Assemblée générale, mais aussi avec la participation de la société civile qui a constitué auparavant un collectif de plus de 50 associations au niveau international pour demander plus de transparence, plus d'indépendance et plus de neutralité pour le prochain secrétaire général. Alors, on fera un bilan, je vous poserai la question sur le bilan et comparé avec les autres, avec les anciens secrétaires généraux des Nations Unies. On fait une petite pause, on revient juste après.
L'ONU est-elle une organisation dépassée? C'est la question que l'on se pose ce soir sur le plateau de 60 minutes pour comprendre si vous venez de nous rejoindre. Nous étions en train de faire le bilan finalement du mandat de Ban Ki-moon, monsieur l'ambassadeur. Si vous deviez faire un comparatif avec tous les secrétaires généraux passés qui ont marqué l'histoire de l'ONU, que ce soit Boutros Boutros-Ghali, que ce soit Kofi Annan ou Javier Pérez de Cuellar. Je sais qu'on n'a pas la journée pour en parler, mais en gros, si vous deviez avoir des points principaux à nous donner pour qu'on ait des éléments de comparaison dans la gestion, alors bon, du Sahara parce que ça nous concerne particulièrement, mais de manière plus globale, et également le conflit israélo-palestinien parce que ça aussi c'est un point central des Nations Unies avec toutes les résolutions qui sont bafouées à tire-larigot. Moi, je pense qu'il y a au moins deux éléments qui permettent d'apprécier le rôle et la contribution d'un secrétaire général. La première, c'est le contexte dans lequel il évolue. Lorsqu'on a des guerres partout, lorsqu'on a des crises humanitaires partout, lorsqu'on a plusieurs défis à l'ordre du jour des Nations Unies, on est beaucoup plus meneur du jeu qu'emporté par les événements et emporté par les défis. Deuxième chose, comme le disait Sa Majesté Hadlan, Allah yarhamou, l'homme c'est le style et le secrétaire général c'est le style. C'est la manière, c'est la méthode, c'est l'audace, mais c'est également le respect de la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies dit que le secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute situation susceptible de menacer la paix et la sécurité internationale. Il le fait, il l'a fait, il continuera à le faire. Mais lorsque le secrétaire général assume un rôle de conciliateur et de facilitateur, il n'a pas les mains libres. Il est tenu par les paramètres que le Conseil de sécurité, qui est l'organe principal chargé du maintien de la paix, de respecter ces paramètres. Le fait pour un secrétaire général de s'identifier dans le référentiel à une partie déterminée est une violation flagrante, non seulement des obligations du secrétaire général, mais du code de conduite que tout secrétaire général doit observer. Donc si on peut faire une appréciation, c'est une dizaine d'années qui a été marquée par plusieurs challenges que la communauté internationale auxquels elle a dû faire face. Deuxièmement, les Nations Unies ont été impliquées dans la gestion de ces challenges, mais le secrétaire général n'a pas démontré un grand leadership pour donner une vision et pour donner une orientation à certaines questions qui auraient dû avoir la priorité sur son agenda. Je pense que M. Ban Ki-moon a manqué de beaucoup de courage pour réformer l'ONU. Surtout quand on sait la corruption qui sévit dans le département des opérations de maintien de la paix. Et là, je réfère à un article qui a été publié le 18 mars par Anthony Barberi, qui était jusqu'au jour de sa démission assistant du secrétaire général pour le soutien sur le terrain, for field support. Il a écrit un article sur le New York Times où il a énuméré toutes les missions de maintien de la paix où la corruption a fait le contraire de ce que la communauté internationale attend des Nations Unies. Il a cité par exemple Haïti, où depuis une dizaine d'années, il y a plus de 4500 personnes qui sont là-bas, qui font rien. Moi je dis que les opérations de maintien de la paix, maintenant, ils sont transformées en opérations de maintien de la paix, de maintien des salaires des fonctionnaires des Nations Unies. Parce que quand on envoie des gens qui font rien, qui ne s'engagent même pas avec la population, ou des gens comme par exemple la République Central African Republic, en Afrique, centrafricaine, oui, la République centrafricaine, on envoie des hommes qui ont déjà un palmarès d'abus sexuels,
surtout de la République démocratique du Congo et de la République du Congo, et on les envoie au Mali et à la République centrafricaine, ça montre bien que les décisions ils sont prises avec, ils sont basées sur des décisions politiques plutôt sur des décisions humaines ou sur des décisions avec la reddition des comptes. Ce qui manque, le problème dont souffrent les Nations Unies, c'est qu'il n'y a pas de reddition de comptes. L'autre problème majeur... On imagine, juste parler de corruption, mais on peut parler de coûts aussi quand on voit une organisation avec autant de fonctionnaires, 40 000, 9 000 pour le secrétariat général. J'imagine que toutes les réunions et tous les déplacements, ça doit coûter un argent fou. Les opérations de maintien de la paix, ils coûtent actuellement plus de 8 milliards de dollars. Et un autre sujet sur lequel je voudrais rebondir, c'est le recrutement des fonctionnaires des Nations Unies. Pour recruter, jusqu'en décembre 2015, pour recruter un employé aux Nations Unies, ça demandait 213 jours. Maintenant, ça demande plus d'1 an. Imaginez, des fois, l'ONU a besoin de personnel pour les envoyer sur des opérations de maintien de la paix ou sur d'autres terrains. Et il faut attendre au moins 1 an pour envoyer du personnel. Ban Ki-moon, pendant 10 ans, il n'a rien fait pour avancer au moins sur ce sujet. Et concernant le sujet des abus sexuels, le secrétariat a reçu un rapport sur ce problème dès 2005. Et Ban Ki-moon a assumé ses fonctions en 2007 et pendant 10 ans, il n'a rien fait pour régler ce problème. Je pense qu'il faut parler de ces conflits. C'est vrai qu'en 10 ans, on ne peut pas faire un bilan, disons, objectif si on ne fait pas de rappel pour les actions menées par les Nations Unies, pas uniquement par le secrétaire général, mais par ses représentants et le Conseil de sécurité. Bien sûr, il y a eu le problème de la Syrie, le problème de la Libye, où le Maroc a joué un rôle très important, ici à Schiraz, pour trouver une solution politique consensuelle. Il y a le Sud-Soudan, où il y a une guerre civile dans cette partie du Soudan. Il y avait l'intervention américaine en Irak en 2003. Et il y a le conflit entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire. Il y a actuellement 2 dossiers où les Nations Unies ont brillé par leur incapacité, il faut le dire. D'abord, le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire, c'est une question centrale dans cette partie du monde. C'est la sécurité, c'est la paix dans ce monde qui est en jeu, et que jusqu'à présent, les Nations Unies, qui étaient à l'origine du partage de la terre palestinienne en 3 entités, État d'Israël, État de Palestine, et puis la situation internationale de Jérusalem, n'a pas pu terminer le travail. Donc, rendre justice au peuple palestinien, nous attendons toujours. On a eu quand même l'État de Palestine comme membre observateur aux Nations Unies, mais pas comme membre permanent, parce que, comme tout le monde, comme il y a eu le veto des États-Unis et d'Israël pour cela, ils ont été admis à l'UNESCO et dans les autres organisations internationales, mais ce n'est pas suffisant pour ce peuple palestinien. Donc il y a une incapacité. Il y a une commission tripartite où les Nations Unies font partie avec l'Union européenne, les États-Unis et la Russie, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de négociation sérieuse pour trouver une solution, c'est-à-dire la solution des 2 États, au moins faciliter la création de cet État. On peut se poser la question, et tout le monde se pose cette question-là, et c'est là où la légitimité, la crédibilité de l'Organisation des Nations Unies est remise en question. Ces fameuses résolutions qui sont rendues et jamais appliquées. Si on prend le cas de la Palestine, je ne me rappelle plus le nombre de résolutions. Je pense qu'on avait rempli 3 ou 4 feuilles déjà de principales résolutions, mais qui n'ont jamais été appliquées. Aucun moyen de coercition de la part des Nations Unies. Donc finalement, on se demande, mais à quoi ça sert? À quoi servent ces résolutions si on n'arrive pas à les appliquer, si on ne peut pas mettre en place un système? Alors justement, est-ce que ça fait partie de la réforme? Est-ce qu'une réforme pourrait apporter quelque chose ou pas? C'est la réforme du veto. Il faut revoir cette question de veto et de procédure. Je pense. Monsieur l'ambassadeur, il est... Oui, il est en train de réfléchir. Non, tout le problème est dans la différence entre les idéaux qui ont été
inclus dans la Charte des Nations Unies, dans un contexte historique où il y avait une sorte de rêve d'un monde meilleur. Lorsqu'on est, lorsqu'on est choqué, lorsqu'on est choqué par un conflit mondial qui a fait plusieurs dizaines de millions de victimes, bon, on devient immédiatement par la suite beaucoup plus humaniste, beaucoup plus idéaliste, d'où ce que nous avons dans la Charte des Nations Unies, qui est presque un document parfait sur le plan des principes. C'est un monde meilleur. Mais nous vivons dans un monde où il y a une sorte de compétition entre le droit et la force, entre le droit et le pouvoir. Et l'Organisation des Nations Unies, en tant qu'institution humaine, qui a été créée, qui a grandi, et qui peut-être commence à mûrir, est le reflet du monde que nous vivons. Elle est le reflet de nos instincts en tant qu'êtres humains, qui ne sont pas toujours portés sur la tolérance, sur la coexistence pacifique, sur la compréhension d'autrui, mais sur des intérêts et sur la légitimité de l'utilisation de la force. Les Nations Unies sont venues pour réguler l'utilisation de la force, non pas pour éliminer l'utilisation de la force, pour légitimer. Mais les Nations Unies est en train de vivre cette petite compétition entre toute institution humaine où on est ou bien acteur, ou bien un forum où on discute uniquement, ou bien une institution fonctionnelle qui essaie de créer quelque chose, de transcender les souverainetés dans la mesure du possible pour pouvoir gérer le village planétaire dans lequel nous souhaiterions tous vivre en termes de coexistence, de compréhension mutuelle, de respect et de tolérance. Le monde pourrait fonctionner, vous posez la question de but en blanc, le monde pourrait fonctionner sans l'ONU aujourd'hui? Ça changerait quelque chose de particulier? Si je peux me permettre, si les Nations Unies n'existaient pas, il fallait la créer. Il faudrait la réinventer. Je voudrais uniquement citer le premier secrétaire général des Nations Unies. Il a dit que les Nations Unies n'ont pas été créées pour promouvoir le paradis, mais pour nous sauver de l'enfer. Tout un programme. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas réussi à sauver le monde de l'enfer. Avec toutes les crises qu'on voit partout dans le monde, surtout dans les pays arabes, sans issue. On voit que la plupart des sujets sur l'agenda du Conseil de sécurité sont des pays arabes. Je pense que à ce stade, la communauté internationale devrait se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on veut des Nations Unies? Si la réponse est construire un monde meilleur, un monde sans guerre, contribuer à la prospérité des peuples, il faudrait qu'on ait un secrétaire général, un visionnaire, quelqu'un qui a du courage, aussi du courage pour tenir tête aux grandes puissances. Et là, je tiens à dire pourquoi Boutros Ali n'avait pas été élu pour un deuxième mandat. Parce qu'il avait des opinions critiques à l'égard des États-Unis concernant la question de la Palestine. Et aussi, c'était pas quelqu'un qui était vraiment malléable pour Washington. Et il avait des conflits personnels avec Madeleine Albright, qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Et c'est parce qu'il avait des opinions personnelles assez fortes et qu'il croyait vraiment dans les valeurs de l'ONU et qu'il avait vraiment une stature, il avait vraiment un charisme, et c'est pour ça qu'il n'a pas été reconduit pour un deuxième mandat et qu'il l'ont remplacé par un autre qui avait des rapports personnels avec Albright, car il faudrait rappeler que Kofi Annan, quand il était employé à l'ONU, il avait noué des contacts et il avait construit ses relations avec Madeleine Albright. Et c'est grâce à sa relation personnelle avec Madeleine Albright qu'il a pu être élu secrétaire général. Je pense que... C'est-à-dire que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas assez à l'abri
Non. Du lobbying, des manipulations, de la pression, c'est ça? Et là, je voudrais soulever une question qui est maintenant une grande tendance aux Nations Unies. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, qui demandent que le secrétaire général n'ait plus de mandat, que son mandat soit réduit à 7 ans, non renouvelable. Unique, non renouvelable. Pourquoi? Parce que pendant son premier mandat, le secrétaire général est plutôt préoccupé par un souci d'être réélu. Donc, il doit composer avec les pressions qui sont mises, les pressions des grandes puissances, surtout la Russie, la France, les P5, que de s'occuper des crises qu'il a entre les mains. Donc, si on a un secrétaire général qui est élu pour un seul mandat de 7 ans, il aura plus de marge de manœuvre, peut-être plus d'indépendance, et s'il a plus de courage et de charisme et de vision, peut-être qu'il jouerait son rôle mieux que l'actuel secrétaire général. Je pense que nous sommes devant une situation très délicate. Nous voulons, d'après le profil que nous souhaitons, d'un nouveau secrétaire général des Nations Unies, qui soit impartial, qui soit indépendant, qui soit neutre, qui soit une personnalité qui s'impose, qui respecte la charte des Nations Unies, et de l'autre côté, il doit être cautionné au moins par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui ont des intérêts au niveau international. Ce sont des grandes puissances qui sont les vainqueurs de cette Deuxième Guerre mondiale, et c'est eux qui s'imposent maintenant au niveau des résolutions, c'est eux qui peuvent utiliser seuls le veto pour bloquer telle ou telle résolution qui doit être appliquée par les États membres des Nations Unies. Donc nous sommes devant un secrétaire général. On lui demande beaucoup de choses, mais la réalité, c'est qu'il doit composer d'abord avec les 5 membres du Conseil, surtout les États-Unis, la Russie et la France, et bon, un peu la Chine, mais ce sont les 3 États qui sont très influents. D'ailleurs, pour notre dossier du Sahara, les négociations en cours maintenant, avant la conception du rapport attendu, ce sont des négociations entre le Maroc, le secrétaire général, les États-Unis et la France pour trouver un certain consensus qui peut sauver la situation de ce blocage qui persiste depuis les anciennes déclarations. Je reviens, tout à l'heure, vous avez évoqué les finances de cette... Avant qu'on y arrive, on reste juste sur le secrétaire général, après on parlera des finances. Non, parce que c'est vraiment... Je vais être très égocentrique, et puis pour notre cause nationale, pour notre intégrité territoriale, je prends la liste. C'est lequel ou laquelle la meilleure pour nous? Est-ce qu'on sait aujourd'hui? Est-ce que je pose la question de cette manière-là parce que est-ce qu'on a une diplomatie qui est en marche aussi? Est-ce qu'on a un lobby? Est-ce qu'on a dans les coulisses on joue aussi un rôle? Est-ce qu'on a un rôle à jouer à ce niveau-là? Ça me mènera à vous poser la question de notre représentation permanente aux Nations Unies. Alors, lorsqu'on voit la liste des pays, tout à l'heure je vous ai fait la liste en fonction des genres, mais là lorsqu'on voit les pays, on a Macédoine, Croatie, Monténégro, Slovénie, Bulgarie, Moldavie, Serbie, voilà, c'est les Balkans. Voilà, c'est les Balkans. Après, on a Portugal, Nouvelle-Zélande, Portugal, M. Guterres, qui est Haut Commissariat aux réfugiés, qui doit bien connaître le dossier du Sahara de par son statut. Ilena Bokova, qui était il n'y a pas très longtemps au Maroc, qui a salué la promotion des droits de la femme dans notre pays. Et qui a signé une convention avec notre princesse sur la formation des cadres marocains dans le cadre des changements climatiques et de la COP. Alors, on a des accointances avec certaines de ces personnes, à part Ilena Bokova, Antonio Guterres. Est-ce qu'on a... Pourquoi vous me regardez comme ça? Moi, premièrement, je ne vais pas essayer de deviner qui va être le prochain. Pas deviner, qui serait bon pour nous. Deux, je ne pourrais pas dire qui sera bon pour nous, parce que parmi les pays que vous avez indiqués, il y a des pays qui ont une position très constructive et très positive sur la question nationale. Deuxièmement, l'organe qui est chargé directement de la question nationale, qui a la main haute sur la question nationale, c'est le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité est en train d'entreprendre sa fonction dans le cadre du chapitre 6 qui s'intitule Règlement pacifique des différends. Ce qui veut dire que tout ce que peuvent faire les Nations Unies, que ce soit le Conseil de sécurité ou tout autre organe, y compris le secrétaire général,
c'est d'accompagner et d'encourager les négociations pour parvenir à une solution mutuellement acceptable sur la base de la proposition faite par le Maroc en termes d'autonomie depuis avril 2007. D'accord ? Bien. Alors, nous ne devrions pas nous inquiéter de qui va être le secrétaire général des Nations Unies. Parce que le secrétaire général ne doit qu'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité. Or, les résolutions du Conseil de sécurité ont été d'une constante extraordinaire. Il faut régler ça dans le cadre du chapitre 6. Deuxièmement, c'est une simple fonction de conciliation et de facilitation par l'envoyé personnel au nom du secrétaire général entre le Maroc, l'Algérie et le Polisario. Troisièmement, je pense que le Maroc a été extrêmement clair, Sa Majesté a été extrêmement claire sur les limites de l'engagement du Maroc. Le Maroc a été extrêmement coopératif avec les Nations Unies. Le Maroc est un partenaire privilégié des Nations Unies en termes de maintien de la paix, en termes de coopération, en termes d'engagement sud-sud, en termes d'approfondissement de l'africanité du Maroc. Et donc, moi, personnellement, je n'ai absolument aucun souci. Quel que soit le secrétaire général des Nations Unies, les fondamentaux sont les mêmes, resteront les mêmes, surtout qu'ils sont bâtis et construits sur un consensus national qui n'a jamais été faillible et qui de plus en plus se renforce à la lumière des décisions qui ont été prises par Sa Majesté en termes d'investissement solide, substantiel et continu dans les provinces sahariennes et également par cette mobilisation sans précédent et renouvelée de la société civile marocaine en faveur de la Marocaine du Sahara. Vous venez de me donner un cours de diplomatie, monsieur l'ambassadeur. Merci du compliment. Je pense, quelle que soit la personne qui va succéder à Ban Ki-moon, je crois qu'elle devrait lire les mémoires de Javier Pérez de Cuéllar. Car dans ses mémoires, qui s'appelle Pilgrimage for Peace, un pèlerinage pour la paix, il dit, noir sur blanc, qu'il n'avait jamais été convaincu que le plan pour le settlement plan de règlement n'était pas approprié pour le règlement du conflit. Et là, je voudrais soulever une question, c'est que le plan de règlement, dès le départ, il a souffert d'un grand vice de procédure. Pourquoi ? Parce que pendant les négociations entre 1990 et 1991, le groupe de travail qui était chargé de négocier avec le Maroc et le Polisario, qui était chapeauté par Issa Diallo, qui était un proche de Javier Pérez de Cuéllar, et le Maroc et le Polisario avaient exprimé des réserves quant aux plusieurs paragraphes du plan de règlement. Mais le problème, c'est que Issa Diallo, il n'a pas informé ni le Conseil de sécurité, ni le secrétariat, ni les autres membres du groupe de travail des réservations du Maroc et du Polisario. Et d'ailleurs, il y a une lettre que le roi Hassan II avait envoyée au Conseil de sécurité en juillet 1990, où il exprime sa frustration du fait que le plan de règlement n'a pas reflété les réservations exprimées par le Maroc. Et là, je rappelle un livre qui a été publié par Eric Jensen, qui était entre 1994 et 1998 le représentant le chef de la MINURSO, et qui dit noir sur blanc que à cause de ce vice de procédure, le référendum n'avait aucune chance d'être tenu. Et je pense que le prochain secrétaire général devrait tenir ça en compte et essayer de proposer une nouvelle feuille de route en vue de mettre une fin à ce conflit. Si voilà, pour rappel, vous aurez le dernier mot, il nous reste une minute. Mais aussi pour information. Je rappelle les recommandations qui sont dans le dernier rapport de M. Ban Ki-moon en avril 2015, c'est-à-dire de l'année dernière. 5 recommandations qui sont faites par le secrétaire général actuel des Nations Unies. Premièrement, encourager les deux parties aux négociations sur la base de ce qui a été proposé par le Maroc pour trouver une solution politique. Deuxièmement, reconduire le mandat de la MINURSO jusqu'au 30 avril
2016. Troisièmement, essayer de faire le recensement des populations de Tindouf. Ça a été refusé par l'Algérie et le Polisario. Quatrièmement, enregistrer avec satisfaction les progrès faits dans le cadre du respect des droits de l'homme dans les provinces du Sud. Et cinquièmement, être neutre dans ce processus et respecter les anciennes procédures et respecter la neutralité des Nations Unies. Alors, que dit la résolution des Nations Unies d'avril 2015 ? Premièrement, il faut lier ce conflit avec le danger qui est représenté par le terrorisme en Afrique et surtout dans le Sahel. Donc il faut urgence pour régler ce problème. Deuxièmement, mandat pour le MINURSO et aussi aller jusqu'à fin avril, mais aussi insister sur la solution politique des négociations qui vont aboutir à cette solution politique qui est le résultat d'un consensus entre les deux parties. Voilà, en quelque sorte, pourquoi le futur ou l'actuel secrétaire général doit respecter ces résolutions et la Charte des Nations Unies. Donc on n'a pas le choix de déclarer et de faire des propositions ou des déclarations personnelles comme ça a été fait à Tindouf ou à Alger. Silou Lechki, ça sera vraiment le dernier mot. Bon, je voudrais dire quand même que sur le processus, pour qu'on soit un peu clair, pour que les gens puissent un petit peu entrevoir les choses avec beaucoup de sérénité, il y a un rapport qui va être préparé par le secrétaire général des Nations Unies. C'est un rapport factuel dans lequel il dit ce qui s'est passé entre avril 2015 et avril 2016, plus quelques conclusions et recommandations. D'accord ? Bon, c'est un rapport qui est, contrairement à ce que certaines presses a dit, qu'il sera approuvé par le Conseil de sécurité, il n'a jamais été question. C'est un document qui est soumis. C'est un élément d'information au Conseil de sécurité. Le seul organe politique, c'est le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité va adopter une résolution politique. Et le Conseil de sécurité, à ma connaissance, a toujours été constant et consistant dans ces différentes résolutions. Donc moi, je pense que d'abord, il faut continuer à avoir confiance en nos moyens, en notre conscience et en notre leadership. Deuxièmement, il faut attendre cette échéance avec beaucoup de sérénité et beaucoup de confiance que le Maroc est fort. Le Maroc est un partenaire des Nations Unies qui est responsable. Le Maroc est respecté par les différents États membres, y compris par les membres permanents. Et je suis sûr que derrière les rideaux, il y a un effort considérable de la part de la diplomatie marocaine pour démarcher sans exclusive tous les membres du Conseil de sécurité, parce que ça a toujours été le cas, pour les sensibiliser sur notre position, sur nos convictions et sur nos attentes. Et jusqu'à présent, le Conseil de sécurité a toujours été attentif à ce que le Maroc a dit et à ce que le Maroc pense en termes de réalisme et en termes de crédibilité du processus. Merci à vous. Je suis désolé, je dois rendre l'antenne. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre ce sujet. Excellente soirée sur Média TV. La rediffusion à 22h40 comme tous les soirs. Portez-vous bien.